Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans votre émission internationale avec RFI et le journal Le Monde. Très heureuse de vous retrouver. La contestation est de nouveau dans la rue. Il y a 7 ans, en Tunisie, elle chassait le dictateur Ben Ali. Ces dernières semaines, la colère se manifeste contre la hausse des prix, celle des impôts et contre le chômage. Saluée pour son exemplarité, la transition démocratique de ce pays peut-elle s'enrayer? Notre invitée est Fawzia Charfi, scientifique et grande intellectuelle, brièvement secrétaire d'État dans les gouvernements de transition. Sa parole est libre. Elle nous livrera son regard sur l'avenir de la Tunisie. Mais pour ouvrir cet entretien, ce petit document sur la jeunesse tunisienne à la fin des années 60. Ce n'est pas Montparnasse, c'est Sidi Bou Saïd aux portes de Tunis. Bon, alors là, direz-vous, l'émancipation, elle est totale. Mais à part ça, où en sont-ils, ces étudiants, qui représentent l'élément le plus évolué de la jeunesse tunisienne? Alors, est-ce que ça vous arrive souvent de vous réunir entre filles et garçons dans un café en dehors des études? Oui, assez souvent. Certainement souvent en sortant de la fac. Ou bien les samedis dimanches, c'est assez rare. La vérité, c'est que les filles, avant d'accéder à la faculté, elles sont plus ou moins libres. Mais une fois elles accèdent à la faculté, elles commencent à avoir une certaine marge de liberté. Et les parents deviennent de plus en plus souples. Bonjour, Fawzia Charfi. Bonjour. Alors, vous aviez 26-27 ans à l'époque de ce document. Vous étiez déjà enseignante. Et en préparant cet entretien, vous m'aviez dit, à l'époque, j'enseignais en mini-jupe et enceinte dans les facultés à Tunis. Ce ne serait plus possible aujourd'hui. Pourquoi ? Oui, parce qu'il y a une réelle islamisation du pays, il y a une sorte d'emprise d'un certain côté conformiste, en fait, de la société. Et fin des années 60, début des années 70, je pense qu'on acceptait que les étudiants puissent être plus libres que le reste de la société. Et les étudiantes, surtout. Et les étudiantes, bien sûr. Et moi, je n'avais absolument pas de problème avec mes étudiants lorsque je faisais cours, donc comme d'autres, avec une robe qui vraiment dévoilait une bonne partie de mon corps. Mais je pense qu'on était dans aujourd'hui, les enseignants, l'envie, oui, en fait, de changer le pays. On était dans cette modernité qui vraiment se construisait après 56 et on était aussi considérés comme l'espoir de la Tunisie, cette jeunesse, les femmes, oui, qui étaient en train de construire la Tunisie. C'est un mot que je vais reprendre souvent parce que pour moi, c'est important. Alors, avant de poursuivre cet entretien, je vous propose de revenir sur votre parcours avec ce focus. Il a été réalisé par Bastien Bory et Séverine André. Nomination du tonnerre pour un mandat éclair. C'est dans ce ministère à Tunis que vous devenez une éphémère femme de pouvoir en janvier 2011. Vous voilà secrétaire d'État à l'enseignement et à la recherche. Mais vous claquez la porte 2 mois plus tard à la nomination d'un certain Béji Caïd Essebsi au poste de Premier ministre. Lui, l'héritier du régime Bourguiba, oppresseur des groupes d'extrême gauche auxquels vous apparteniez lors de vos études à la Sorbonne. J'ai rencontré donc mon mari en France, à Paris, dans les cafés où on refaisait la politique tunisienne. Avant d'enseigner pendant une 30aine d'années la physique à Tunis, vous militez dans la clandestinité avec votre époux, feu Mohamed Charfi. Sans rien enlever au rôle de Bourguiba dans l'émancipation des femmes, vous désavouez ce premier président à vie de la Tunisie indépendante pour sa pratique totalitaire du pouvoir. Cela vous vaudra arrestation et interrogatoire. C'est dommage. Mais c'est dommage, c'est dommage parce que Bourguiba était un grand homme. Si bien que vous obtenez dans la Tunisie des années 70 2 doctorats en sciences physiques. Rare femme dans un amphithéâtre d'hommes, dans un pays muselé par Ben Ali, le successeur de Bourguiba en 87, vous serez mise à la retraite en 2002. Ben Ali ne supportait aucune opposition et ne supportait pas les esprits libres. La révolution du 14 janvier nous a redonné la parole, une parole libre. Ah, c'était une libération extraordinaire. Troquer la craie pour la plume devient possible. La constitution tunisienne de 2014 fait des concessions aux islamo-conservateurs. Alors vos livres et conférences appellent à une autre révolution, débarrassée du dogme religieux. Une révolution laïque, scientifique, à votre image de femme libre. Pour certains, donc, la science est religion, la religion est science. C'est erroné.
Et c'est dangereux. Dangereux comme peut l'être la colère de la rue et celle des provinces ces derniers mois. Corruption, inflation et un chômage de 30% chez les jeunes. La révolution de Jasmin semble avoir besoin de temps pour tenir ses promesses. Fawzia Charfi, la Tunisie est un peu le pays rescapé des printemps arabes. Elle a échappé à la guerre civile, au retour d'un régime autoritaire. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui que le président Essebsi est l'esprit de la révolution de janvier 2014 Il l'incarne 2011, pardon. Je pense que nous traversons une période difficile, mais nous avons déjà, depuis 2011, traversé d'autres périodes difficiles sur le plan politique. Il y a eu ces assassinats politiques, donc Chokri Belaïd en 2013, février 2013. Il y a eu quelques mois après, l'assassinat de Brahmi. Et la Tunisie a résisté, en fait, à cette période difficile. Et je pense qu'elle continuera à résister. Moi, je suis... Mais vous ne répondez pas à ma question sur le président. Je vais vous dire, elle continue à résister malgré la grande déception de ce qui s'est passé après les élections de fin 2014, donc l'élection du président actuel. Un grand nombre de Tunisiens, de femmes tunisiennes, ont voté pour M. Béji Essebsi, en pensant que vraiment sa politique allait être claire par rapport, d'abord par rapport à la liberté d'expression, la liberté de presse, par rapport aux médias, donc une attitude, et puis qu'elle allait aussi engager des réformes sur le plan économique, ce qui n'est pas le cas. En fait, nous sommes aujourd'hui, c'est vrai, dans une situation un peu de blocage. Et Fawzia Charfi, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, il y a encore des contre-pouvoirs dans la société tunisienne pour s'opposer au président Essebsi et à son pouvoir ? Est-ce qu'il y a des organisations ? On a vu à l'automne 2015, le prix Nobel de la paix a été décerné à 4 organisations de la société civile. Qu'est-ce qu'elles sont devenues ? Est-ce qu'elles se font encore entendre ? Moi, je préfère parler de la société civile en tant que telle, avec un certain nombre d'associations, j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Et c'est la société civile qui a réagi dans la rue lorsqu'il s'est agi de la complémentarité, par exemple, de la femme par rapport à l'homme. C'est la société civile qui a réagi après l'assassinat de Chokri Belaïd. 1 million de Tunisiens sont descendus pour aller accompagner le cortège funèbre. Donc, vous voyez que c'est difficile, évidemment, quand je dis la société civile. Mais c'est quoi la société civile ? Est-ce que c'est organisé ? Mais justement, oui, c'est pour ça que le Nobel de la paix avait récompensé 2 syndicats, une association des droits de l'homme, l'ordre des avocats. Est-ce qu'aujourd'hui, ces gens-là se font entendre ? Est-ce qu'ils ont moyen d'agir concrètement ? Est-ce qu'ils ont le moyen ou est-ce qu'ils considèrent que ils ont vraiment une vision claire de ce qu'il faut faire ? Parce que dans ces 4 organisations, il y a la Ligue tunisienne des droits de l'homme, elle est présente, mais il y a aussi maintenant en Tunisie des associations extrêmement actives, d'abord au niveau de la société, parce que la société tunisienne de culture musulmane, etc., a besoin aussi de faire sa propre révolution. Sa révolution, continuer cette modernité qui était déjà engagée. Il y a, par exemple, l'association de défense des minorités. Il y a l'association Shams de défense des personnes LGBT. Il y a, depuis octobre dernier, l'association des libres penseurs. Donc, imaginez un pays tel que la Tunisie, pays de culture musulmane, ou l'athéisme. Mais vous allez me dire, ça ne suffit pas. Il est vrai que la question économique est au centre aujourd'hui. Fawzia Charfi, je vous interromps, désolé, mais quand on observe le retour de gens qui ont eu des responsabilités à l'époque de Ben Ali au gouvernement, est-ce que ça vous pose problème et quel type quel message cela envoie et comment c'est reçu par la société civile tunisienne, justement ? Oui. Alors, le retour des anciens proches de Ben Ali me pose problème. Parce que là, on est
réellement dans un processus de régression par rapport à ce qui était engagé en 2011. Parce qu'en 2011, pour un certain nombre de Tunisiens comme moi, nous voulions être en rupture par rapport au régime de Ben Ali, par rapport à cette censure, par rapport aussi à cette corruption qui a miné vraiment le pays. Et il est vrai que nous n'avons pas vraiment résolu aujourd'hui ces problèmes. Donc il y a beaucoup de Tunisiens comme moi qui réagissent avec les moyens que nous avons, puisque nous avons quand même tous la possibilité de parler, comme je suis en train de m'exprimer. Et ce retour des anciens de Ben Ali, moi je considère ce retour comme un réel problème. Est-ce que ça veut dire que le président Essebsi mène une sorte de contre-révolution douce ? Je pense qu'effectivement, il n'est pas dans la logique de la révolution de 2011 et beaucoup de Tunisiens sont déçus. Bon, moi je ne vais pas dire comme moi parce que je m'y attendais un peu comme d'autres, mais je pense qu'effectivement... Vous aviez démissionné quand il avait... J'ai démissionné, oui, quand il a été déjà nommé Premier ministre. Parce que je ne pense pas qu'on puisse vraiment construire une démocratie avec un personnel politique du passé et qui a accepté de se plier à un certain nombre d'exigences du temps de Ben Ali. Alors, c'est clair. Madame Charfi, vous disiez la question économique est au cœur des problématiques aujourd'hui. Il y a eu des mouvements sociaux, il y a eu beaucoup d'arrestations de contestataires. Est-ce que ces arrestations sont pour vous une forme de reprise en main des libertés publiques ? Je note que le Haut-Commissariat des droits de l'homme de l'ONU s'est inquiété de ces arrestations. Est-ce que vous craignez le retour d'une politique de répression du temps de Ben Ali, par exemple ? On doit toujours craindre un retour à la politique de régression. Surtout, effectivement, quand on voit revenir au pouvoir des personnes qui acceptaient finalement cette censure, qui acceptaient ces arrestations. Moi, je suis contre le mouvement islamiste, mais je suis contre la répression insupportable. Donc, je ne peux pas aujourd'hui, effectivement, ne pas être inquiète face à ce retour à des pratiques antérieure à 2011. Je peux pas. Pardon, juste un mot, parce que là, ce qui se passe, c'est pas seulement ces arrestations. C'est vrai aussi qu'on peut craindre ce qui se passe au niveau des médias, ce qui se passe. Bon, il y a la liberté, mais s'il n'y a pas il y a aussi... un mouvement de la presse. Il y a un mouvement de la presse. S'il n'y a pas, s'inquiète de... Voilà. Et s'il n'y a pas aussi les outils pour faire entendre notre voix, bien notre voix sera assez peu audible au niveau de l'ensemble du pays. Est-ce qu'il faut craindre que la menace terroriste dans la région et ce qui a frappé la Tunisie, notamment dans l'année 2015, ça serve de prétexte pour cette reprise en main autoritaire ? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit un prétexte. Je pense que, d'abord, beaucoup ont été libérés. Ce n'est pas pour défendre aujourd'hui ou pour minimiser ce qui s'est passé. Mais je pense que la question sécuritaire se pose à un niveau, on va dire, beaucoup plus profond. Bon, aujourd'hui, on peut sortir dans la rue, on peut vivre tout à fait normalement en Tunisie. Et effectivement, la question du terrorisme est une question planétaire. Donc, nous la vivons en Tunisie comme on peut la vivre en Europe. Donc là, je pense que c'est une question... Le régime ne s'en sert pas. Je pense que c'est une question trop grave parce qu'on peut reprocher des choses au régime, mais je crois que certaines questions sont vraiment prises en compte avec tout le sérieux qu'il faut. Et alors, Fawzia Charfi, c'est quoi le moyen pour éviter le retour des cadres ou des agents de la dictature, voire par le retour? Il y en a qui sont restés, notamment dans l'appareil policier. C'est plus de justice traditionnelle plus vite pour que les gens soient jugés et qu'on sache ce qu'ils ont fait pendant la dictature, quitte à les écarter de leurs fonctions? Alors, je pense qu'on n'a pas voulu choisir cette voie. Non, ça n'a pas été choisi. Voilà, cette voie n'a pas été choisie, il faut être clair. On a espéré la rupture
par rapport à l'ancien système en 2011, aujourd'hui, on est dans une rupture inachevée. Alors, est-ce que beaucoup ont envie d'aller jusqu'à la réelle rupture ? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes en Tunisie qui ont intérêt à ce que, effectivement, on puisse continuer certaines pratiques, certaines méthodes. Et là, c'est la force de la société civile qui pourra mettre fin à cela. Alors, juste un mot peut-être sur la question politique, parce que finalement, on a besoin des partis aussi. La société civile a besoin des partis. Et aujourd'hui, le paysage politique est dominé par le parti islamiste, Nahda, le parti du président, Nida, qui, de toute façon, c'est un peu, on va dire, n'est plus ce qu'il était au moment fractionné quand même. C'est fractionné, n'a pas un discours clair. Bon, il y a l'extrême gauche, mais il y a beaucoup de petits partis, en fait, qui sont dans la ligne de ce qu'est cette Tunisie moderne, cette Tunisie qui a envie de se construire vraiment. Et il y a une initiative dont on a très très peu parlé, qui est l'Union civile. Et ce sont des personnes de la société civile qui sont arrivées à regrouper 11 partis, pas seulement pour les prochaines élections municipales, mais aussi pour redynamiser quand même la vie politique tunisienne, parce qu'on a besoin aussi d'une parole politique. On a besoin de la société civile, mais elle a besoin aussi... Mais Madame Charfi, vous êtes une grande intellectuelle de ce pays. Vous parlez de la vie politique, de redynamiser cette vie politique, mais aujourd'hui, la Tunisie, c'est aussi un pays qui est fracturé. Vous représentez l'élite, vous avez cette Tunisie développée, celle de la capitale, du littoral, et puis vous avez un arrière-pays encore un peu, je dirais, presque oublié. Est-ce que c'est pas de cette fracture-là aussi, est-ce que c'est pas cette fracture qui menace en fait l'avenir de la révolution de 2011 ? Tout à fait, mais j'irai encore plus loin. Il y a cette fracture, donc toute cette région de la Tunisie qui est excentrée par rapport, qui n'est pas la région du littoral. Mais je pense aussi... Il y a beaucoup de pauvreté. Il y a beaucoup de pauvreté, et puis il y a très peu de moyens. Mais vous savez, pour moi, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que malheureusement, on ne s'est pas placé, je reviens en mot de rupture par rapport à que faire aujourd'hui. Je parle même des grandes villes, Tunis, Sfax, etc. On a énormément d'étudiants, on a près de 300 000 étudiants. Est-ce qu'on se pose la question de savoir comment un étudiant va à la faculté ? Vous savez qu'il y a des étudiants qui passent 4 heures de transport par jour ou 5 heures, qui arrivent dans des campus où il n'y a rien, il n'y a pas d'espace de loisirs, d'espace de culture, etc. Donc, c'est ce que je reproche aujourd'hui à tous les gouvernements qui se sont succédés. On ne s'interroge pas sur toute une partie, en fait, de la population. Alors, justement, il y a eu une révolution politique qui a permis des élections libres et beaucoup plus d'expression. Il n'y a pas eu de révolution sociale. Est-ce qu'il faut une révolution sociale et jusqu'où ? Alors, quand vous dites révolution, ça veut dire quoi, une révolution sociale ? Moi, je préfère dire une rupture par rapport à ce que a été la Tunisie, surtout les dernières années. C'est toujours les mêmes élites qui je prends un exemple, parce qu'il faut être pratique aussi. Prenons un exemple. Vous voulez, je reviens sur les grandes villes. Vous voulez chercher un transport à Tunis. Qu'est-ce qu'on offre ? La question, par exemple, du transport public n'est pas une question de grande actualité aujourd'hui. Et ça, c'est très révélateur. Pourquoi ? Eh bien, c'est très révélateur parce qu'on ne s'intéresse pas suffisamment à toute cette population d'étudiants, de jeunes, etc. Quelles sont leurs conditions réelles de vie ? Et c'est en cela que cette rupture sociale doit effectivement s'effectuer, dans le sens où il ne suffit pas de s'intéresser au cursus universitaire, il faut aussi s'intéresser à la manière dont cet étudiant va vivre ces 4 années d'étudiant. Vous aviez montré des photos d'étudiants heureux, gays, etc. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Alors, nous allons nous interrompre quelques instants, Fawzia Charfi, et on se retrouve tout de suite pour la poursuite de cet entretien. Restez avec nous. Retour avec notre invitée Fawzia Charfi en direct sur TV5 Monde avec RFI et le journal Le Monde. Merci Madame d'avoir accepté notre invitation. Alors,
Fawzia Charfi, la question des femmes, de leur place dans la société, de l'égalité hommes-femmes, du harcèlement, beaucoup été évoqué ces derniers mois de ce côté de la Méditerranée et ailleurs dans le monde. Est-ce que c'est une question qui s'est posée ces derniers mois en Tunisie et de quelle façon ? Alors, depuis août dernier, il y a une commission qui a été créée par le chef de l'État. Tout à l'heure, j'émettais un certain nombre de critiques vis-à-vis de M. Beşir Essebsi, du président. Là, il faut dire que j'ai salué, comme d'autres Tunisiennes et Tunisiens, la création d'une commission pour la réalisation, on va dire, de l'égalité entre les hommes et les femmes, principe d'égalité qui a été consacré par la Constitution de 2014. Donc la commission continue à travailler. J'espère qu'elle ne va pas décevoir ceux qui attendent une égalité parfaite entre les hommes et les femmes. Mais ça, c'est du côté institutionnel, j'ai envie de dire. Mais du côté de la société civile, justement, oui. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des débats ? Est-ce que ce qui s'est passé avec l'affaire Weinstein, avec Balance ton port ici, MeToo, etc., est-ce que c'est quelque chose dont la société civile et dont les femmes se sont saisies aussi en Tunisie ? Bon, les femmes sont toujours actives en Tunisie. Si je pense que je ne suis pas la seule à le dire, ce n'est pas parce que je suis une femme que je le dis. Et alors, comment l'affaire Weinstein, peut-être nous la vivons différemment parce que c'est une question qui a toujours été présente. Et je rappelle le procès de policiers qui avaient violé cette jeune femme dont le pseudonyme était Maryam Ben Mohamed. Et là, on en avait beaucoup parlé en Tunisie. Donc vous voyez que quand même, c'est une femme... 2011, c'est un moment qui a libéré la parole des femmes. Est-ce que c'est ça le moment quand même crucial pour les femmes ? Elle a libéré la parole, tout court. Parce que c'est vrai que toutes ces questions de société, en fait, nous étions... Lorsqu'en 2011, nous avons vu cette expression, en fait, d'une partie de la population extrêmement conservatrice, attachée à un islam plutôt rigoriste. Alors, c'était l'étonnement, mais en fait, c'est parce qu'il n'y avait pas de débat. Et ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, ces deux tendances, on va dire, qui existent au sein de la société tunisienne, eh bien, se sont rencontrées pour discuter, débattre. La question est toujours posée. La question des femmes est toujours posée. Vous voyez, l'égalité... Charfi, oui. Est-ce que justement c'est une question religieuse, le problème, ou c'est une question de machisme des sociétés méditerranéennes qu'on trouve au nord et au sud de la Méditerranée ? Mais est-ce que c'est vraiment religieux ou c'est plutôt d'ordre des traditions de ces sociétés, dont la société tunisienne ? Il me semble que c'est religieux. Nous assistons depuis 2011, et on avait vu ça aussi dans les années 70, même du temps de Bourguiba, à une islamisation de la société, qui est très claire, qui se traduit dans une résistance, on va dire, à l'égalité entre les hommes et les femmes. Et je rappelle, par exemple, un fait extrêmement important. Vous savez que la Tunisie a adhéré à la CIDA, ou la Convention contre la discrimination à l'égard des femmes. Et à l'actif du gouvernement de transition, la Tunisie a levé les réserves, mais le parti Nahda s'est opposé, parti islamiste, s'est opposé à la levée des réserves de la CIDA. Bon, on n'a pas encore tiré toutes les conséquences de cette levée des réserves, puisqu'il s'agit aussi d'introduire l'égalité en matière successorale. Donc vous voyez qu'il y a des résistances au sein de la société. C'est un fait. Mais juste un mot, il y a eu par exemple une petite avancée là, puisque aujourd'hui la Tunisienne musulmane peut épouser un non-musulman. On n'en a pas beaucoup parlé, mais bon, c'est vrai que, vous voyez, là, il y a une sorte de décision. Vous disiez, il y a des choses qui sont imposées en fait par le pouvoir. Et oui, mais Bourguiba a imposé aussi le code du statut personnel 3 mois ou 4 mois après l'indépendance. C'est vrai que... Mais vous venez d'évoquer la question de l'égalité homme-femme en matière d'héritage. Je sais que c'est une question qui vous tient beaucoup à cœur. Aujourd'hui, dans le droit tunisien, les hommes héritent le double des femmes. Qui s'opposent à cette égalité et à l'évolution d'une égalité totale entre hommes et femmes ?
Alors, qui s'oppose? Pour faire évoluer ce droit. Voilà. En fait, Bourguiba n'avait pas réussi à imposer l'égalité en héritage, alors qu'il avait tenté en 1974 d'introduire cette égalité en héritage. Et les conservateurs considèrent que le Coran est clair sur la question, mais un certain nombre, on va dire, de musulmans considèrent aussi, c'était le cas de mon père, qu'on peut très bien lire, en fait, le texte coranique en considérant que les sociétés ont évolué, mais en considérant aussi que, et certains juristes le mettent en avant, le fait que dans le texte coranique, il y a aussi la possibilité de léguer une partie de ses biens. Donc, la procédure testamentaire permet de rectifier l'inégalité successorale. Et mon mari faisait partie de ceux qui considéraient qu'on pouvait, peut-être dans une première étape, faire avancer cette inégalité en matière de succession en ayant une autre lecture du texte coranique. Justement, Fawzia Charfi, je voulais vous interroger là-dessus, sur cette lecture du texte coranique. Vous avez une vision tout de même assez différente de toute cette tradition qui reprend les hadiths, etc. Vous avez une interprétation du Coran qui est très moderniste. Oui, elle ne m'est pas spécifique, je la revendique, mais d'autres l'ont défendue avant. Je parlais des femmes. Il y a un grand théologien que tous les Tunisiens connaissent, c'est Al-Haddad, donc qui a défendu l'émancipation des femmes et qui a permis aussi cette avancée quand même de la Tunisie. Sur la question politique, donc la séparation du politique et du religieux, que beaucoup on va dire, de promoteurs de l'islam politique veulent mettre en avant comme étant une spécificité de l'islam, il faut lire Ali Abdelrazak, théologien, diplômé de l'Azhar, autour des années 1925-26, après la chute du califat, défend l'idée que le califat n'est pas dans l'islam et que c'est une question politique et non pas religieuse. Et il écrit ce fameux livre que je cite dans Sacrée Question, c'est « Le prophète était-il un roi ?» Vous voyez, il écrivait ça en 1926. Un peu moins d'un siècle après, on peut s'interroger sur ces questions-là. Fawzia Charfi, cette réforme qui établit l'égalité successorale, elle va passer cette fois-ci, vous pensez ? Je ne suis pas sûre. Les résistances, je pense que les résistances existent en Tunisie. Dans la société ou... Dans la société et dans le corps politique aussi. Je commençais à parler un peu de nos dirigeants politiques. Il n'y a pas beaucoup aujourd'hui d'hommes politiques tunisiens qui ont un discours très clair quant à leur vision du rapport de l'islam et du droit, puisqu'il s'agit de cela, pour légiférer, de l'islam et la politique et les institutions. On peut parler des banques islamiques, on peut parler de l'éducation. Donc, c'est vrai que sur toutes ces questions-là, je reproche à beaucoup d'hommes politiques et de ceux qui sont au pouvoir ou non, de ne pas donner leur vision de l'islam en étant libres de l'exprimer comme un certain nombre de personnes l'expriment. Juste un mot. Alors, le chef de l'État a fait un geste très intéressant. C'est intéressant, vous voyez, la Tunisie, c'est compliqué, c'est complexe, c'est comme ça, j'y peux rien. Vous connaissez la Tunisie, vous savez on s'en sort toujours un peu. Youssef Sedir, je tiens à en parler, parce que là, quand on dit Youssef Sedir, c'est un philosophe donc tunisien qui ose parler du Coran, de sa conception du Coran, etc. Il a été traité d'apostat, il a eu vraiment une attaque virulente, et il y a 2 jours, le chef de l'État l'a reçu. Donc, voilà, en disant non, pas de campagne d'apostasie, d'ailleurs dans la Constitution. Oui, de 2014. De 2014, on refuse les campagnes. On refuse les condamnations pour apostat. C'est peut-être, vous allez dire, voilà, à chaque fois je me défends, mais non, je présente la Tunisie dans sa complexité. Justement. Oui. Est-ce que la laïcité a une existence en Tunisie ? Comment est-ce que c'est perçu, ce concept de laïcité ? Il n'est pas accepté par beaucoup de Tunisiens, il faut être clair. On peut parler de réforme de l'islam, on peut parler d'un islam éclairé, mais malheureusement, je dis, très peu de Tunisiens
veulent engager la vraie question sur quel rapport devons-nous avoir par rapport à la religion musulmane, parce qu'il s'agit de cela, ce n'est pas par rapport à la religion, mais à la religion de la Tunisie, on va dire, dominante en Tunisie. Et la question de la laïcité, pour moi, est centrale. Mais alors pourquoi ça se passe comme ça? Est-ce que c'est parce que la société a été travaillée par les mouvements d'islam politique dans les années 70, ou est-ce que ça reste une vision très conservatrice de l'islam? La société tunisienne est conservatrice. Globalement, elle est conservatrice. Mais sur certaines questions, elle est capable de réagir de manière positive sur la question des femmes. Par exemple, quand il s'est agi, tout à l'heure, j'en parlais de la complémentarité. Mais sur certaines questions, on réagit. Mais vous voyez, de manière globale, dire voilà, là, par exemple, une question qui me semble très importante par rapport à la laïcité, il y a deux questions. Il y a la question de l'éducation et la question, voilà, de notre vie, nous, en tant que Tunisiens. Eh bien, le mois de Ramadan peut être vécu de manière intime et non pas sociale. Chaque musulman qui veut jeûner le fait, c'est sa conviction. Maintenant, la vie du pays ne doit pas être conditionnée. Le religieux doit rester dans la sphère intime, c'est ce que vous voulez dire. Le religieux doit rester. Et ça, dès qu'on parle de laïcité, en fait, les gens confondent laïcité et athéisme. Bon, ça c'est... Alors, vous parlez d'éducation. On va parler du voile tout à l'heure, parce que je sais que vous êtes très opposé à la question au port du voile. Mais je voudrais vous faire découvrir ce petit document, Fawzia Charfi. Il est tout récent et concerne les femmes en Iran. Depuis décembre dernier, Le Monde découvre ces images. Un parc sous la neige en Iran, une femme âgée ne manque pas de courage. Elle enlève son hijab, l'attache à un bâton. C'est sa part du combat. Elle, à Téhéran, mais aussi ailleurs, des femmes posent tête nues au cœur de la ville, dans les rues les plus passantes, leur voile pendu en signe de défi. Cette jeune fille commande son acte. Personne ne m'a insultée. Avec le soutien des gens, ma peur a progressivement diminué, j'ai pris confiance et je suis devenue fière de ce que je faisais. Après 10-15 minutes, la police est arrivée. Les gens criaient « Cours, on va te protéger ». Ils m'encourageaient. Alors, au-delà de l'Iran, Fawzia Charfi, vous êtes très opposée au voile. Dites-nous encore pourquoi. Je suis opposée au voile parce que je défends la mixité. Et le voile, c'est une manière pour les femmes, petit à petit, de s'exclure de l'espace public, de considérer qu'il y a maintenant des endroits qui vont être réservés aux femmes. À l'école, ça va être les filles d'un côté, les garçons de l'autre. C'est quand même et le voile incarne ça, soumission. Le fait de considérer que une femme n'a pas le droit de montrer sa chevelure, pour moi, c'est un signe d'infériorité qui est déclaré. Alors, moi, j'ai des étudiantes, bon, chacun choisit, là aussi. Oui. Mais... Oui, parce que pour autant, est-ce que on doit imposer à des jeunes filles majeures leur façon de s'habiller? Est-ce que l'État a son mot à dire là-dessus? Non, je ne m'inscris pas dans une politique, on va dire, répressive, ce qui a été parfois le cas, mais répressive dans l'autre sens aussi. Là, vous voyez, les Iraniennes veulent enlever leur voile. Donc chacun... Obligatoire depuis 1979. Chacun peut s'habiller comme il veut. Bon, maintenant, le voile intégral, c'est autre chose. Mais il est un fait qu'il est important aussi de montrer à ces jeunes filles qui sont séduites par ce voile qui peut être le signe d'une certaine identité, que le voile est apparu fin des années 70, lorsque il y a eu la révolution iranienne, et que le voile s'est inscrit à cette époque-là comme un signe politique et non pas religieux. Et ça, je pense que c'est extrêmement important de convaincre les jeunes filles qu'elles peuvent s'habiller comme elles l'entendent, mais le voile est réapparu comme le signe politique de l'islam politique. Et alors, Fawzia Charfi, vous parliez de la Tunisie, de l'Iran. Si on parle de la France, quel regard portez-vous sur tous les débats en France autour du voile et plus généralement de l'islam, de la laïcité? Est-ce que la France que vous connaissez bien est une société crispée par rapport à cela,
à l'inverse, d'une certaine manière, de l'Iran qui est crispé sur d'autres critères. Oui. J'établirai pas un parallèle complet, mais... C'est très... En fait, ça dépend des milieux, j'allais dire. Mais de manière générale, je trouve que par rapport au voile, plutôt que de s'attacher à dire mais il ne faut pas que une femme puisse aller dans toute cette histoire des jardins d'enfants, le voile, etc. Moi, je préfère être dans une autre démarche. Être plutôt dans la démarche de dire finalement qu'est-ce qui nous amène à cela ? Ce qui nous a amené à cela, c'est la montée de l'islam politique. Il y a toujours eu des musulmans en France. Moi, j'ai été étudiante entre 59 et 64 en France. Et la question de porter le voile ou la question du ramadan, la question ne se posait absolument pas. Donc, il y a aujourd'hui une sorte de dérive, finalement, qui fait qu'on focalise son attachement à une culture musulmane. Tout le monde peut être attaché à sa culture d'origine. Et vous revendiquez comme une femme de culture musulmane. Une femme de culture musulmane, mais je ne me sens pas différente de femmes qui vivent en Europe ou ailleurs. Mais je vais vous dire ce que... Oui, juste, je me revendique de culture musulmane, mais mon socle fondamental, c'est mon attachement aux valeurs universelles. Voilà. Et donc, les valeurs universelles, les principes d'égalité, la mixité, pour moi, c'est fondamental, la liberté d'expression, la liberté de conscience. Et comment vous expliquez que ce discours émanant de l'islam politique séduise quelque part en France ? Comment vous l'expliquez ? Eh bien, ils travaillent partout, au niveau de l'école. Ils travaillent, regardez sur Internet, tous leurs discours. Moi, j'en parle depuis des années. Et sur des questions qui peuvent paraître, au fond, minimes. Vous cliquez sur Internet science et islam, vous n'allez pas avoir Al-Jahf, le grand penseur de l'école mu'tazilite qui avait écrit ce fameux livre des animaux. Non, vous allez trouver les miracles scientifiques du Coran. Vous voyez que c'est terrible. C'est le pendant du créationnisme, en fait. Oui, qui est le pendant du créationnisme. Mais là, on arrive en fait à une sorte de déculturation, parce que ce que l'on peut voir ne correspond absolument pas à ce qu'est le monde musulman, à ce qu'est son histoire, à ce qu'est sa relation. Pour combattre ça, c'est quoi ? C'est l'interdiction ou au contraire la conviction, le débat ? Parce qu'en France, la question se pose. Maintenant, on pose la question de l'interdiction du voile à l'université, etc. Bon, ça dépend des campagnes électorales, évidemment, aussi. Alors, pour continuer sur la laïcité en France, je pense qu'on ne parle pas assez des questions, on va dire, de liberté, et comment ces questions relatives au droit universel, c'est d'abord un socle. Et puis après, ça n'empêche pas que chacun, il y a une histoire, peut-être aussi que ce qu'on peut remarquer, c'est que prenons l'histoire des sciences par exemple, on parle très peu en France, dans des cours d'histoire des sciences, de ce qu'ont été les savants dans le monde musulman. Alors que... donc là, je fais effectivement un petit reproche, c'est qu'il faut sortir de cette focalisation sur le voile, parce que de toute façon, on ne va pas convaincre les jeunes filles comme ça. S'il faut les convaincre, il faut vraiment les convaincre que l'islam politique, c'est vraiment le dogme qui va s'imposer dans la vie de tous les jours et dans la vie intellectuelle et dans le savoir. Et ça, c'est terrible. C'est une régression. Mais une question par rapport à ce... Vous savez que au nom de l'islam, il y en a qui ont combattu et qui continuent à combattre. Et la Tunisie a d'ailleurs connu plusieurs attentats terroristes commis par le groupe État islamique. La Tunisie, c'est un des pays qui a fourni le plus grand nombre de combattants étrangers, avec 5 à 6 000 jeunes Tunisiens qui ont contribué au groupe État islamique. Est-ce que vous craignez, vous, leur retour sur le sol tunisien ? Bon, d'abord, je voudrais insister sur le fait que les départs de ces jeunes, qui est terrible, a eu lieu au moment où il y avait le gouvernement de la Troïka, c'est-à-dire un gouvernement qui était
un gouvernement islamiste. Dominé par Ennahda. Dominé par Ennahda. Vous voulez dire par là qu'Ennahda porte une responsabilité dans ces départs? Elle porte une responsabilité dans la mesure où on aurait dû savoir. Et ce qui est terrible, c'est cette obscurité, finalement, sur ce dossier. Cette opacité, parce que on est en 2018, aujourd'hui on en parle, mais est-ce qu'on en a vraiment parlé au moment où ces jeunes partaient? Vous voyez, c'est en cela que je dis, il y a toujours une responsabilité gouvernementale sur ce genre de dérive terrible. Vous voudriez, par exemple, qu'il y ait un plan de prévention de la radicalisation en Tunisie? Alors, nous avons très peu d'informations sur la question djihadiste. Je suis convaincue qu'elle est étudiée au plus haut niveau. Elle doit être étudiée par différents responsables, différents services, dans différents ministères. Ça, j'en suis convaincue. Et le fait qu'on ait très peu d'informations, je pense que je peux comprendre, parce que là, c'est quand même une question très sensible. Ça touche à la sûreté nationale. Voilà, pas seulement, mais bon, je n'ai pas tellement envie qu'il y ait un débat si on n'a pas tous les éléments sur la question. Mais moi, je suis quand même préoccupée par une chose, c'est que ces familles d'enfants qui sont partis, bon, pour moi, c'est une préoccupation. Je crois qu'on doit vraiment accorder beaucoup d'intérêt à ces familles et on doit prendre des dispositions pour entourer ces familles, quel que soit, est-ce que leurs enfants vont revenir ou vont être condamnés, mais pour moi, c'est une question ce sont nos concitoyens, vous voyez. On ne peut pas condamner. Est-ce qu'il vous semble que ce sont les milieux extrêmement défavorisés qui sont victimes de ça, susceptibles d'être recrutés, ou est-ce que vous pensez qu'il y a aussi, malheureusement, dans les universités, dans l'élite, des candidats au djihad qui sont prêts à partir et à se faire enrôler? Je ne peux pas répondre de manière précise, en fait, à cette question. Vous n'avez pas d'informations sur cette question? Nous n'avons pas l'information suffisante, mais l'information que nous avons, c'est que cela touche différents milieux, mais essentiellement cela touche des jeunes. Comme en France. Mais alors, il y a 4 jours, le Parlement européen a ajouté la Tunisie à une liste de pays à haut risque concernant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Est-ce que vous trouvez que l'Europe est trop sévère ou que la Tunisie doit se pencher sur cette question de blanchiment d'argent qui finance entre autres le terrorisme? Moi, je pense que nous devons prendre, nous, en charge ces questions-là. Nous sommes un pays responsable et on doit effectivement continuer ce travail d'investigation, etc., sur les questions liées au blanchiment d'argent, liées à la corruption. Tout à l'heure, on disait que ça continue. 50% de l'économie tunisienne est informelle. Voilà, donc il n'y a pas de regard de l'État sur... C'est vrai que ça n'est pas facile, mais je pense que c'est vraiment un travail à engager. C'est parce que là, vous voyez qu'il y a eu des milliers d'associations qui ont été autorisées après 2011. Et en fait, ces associations, on ne sait pas pour qui elles travaillent, comment, quel est leur financement, etc. Est-ce que la Tunisie, de manière générale, n'est pas un peu dans une sorte de suffisance, parce que c'est le seul pays arabe qui a mené sa révolution, qui a eu des institutions démocratiques, des élections libres, et qui a une forme de rente comme ça. Il nous reste 30 secondes pour répondre à cette question. Alors, rente démocratique. Juste un mot, parce que moi, je dirais plutôt, ce qu'on a envie plutôt de faire valoir, c'est que la Tunisie a une jeunesse extraordinaire qui est en train de travailler. C'est comme ça que la Tunisie tient. Elle a résisté comment ? Grâce à cette jeunesse instruite, éduquée. Bon, c'est vrai qu'il y a le problème du chômage, mais il y a aussi des jeunes qui sont dans leur temps d'aujourd'hui et qui combattent cette idée que la Tunisie n'est que le pays des terroristes. Il faut les rendre visibles. Voilà, on arrive à la fin. On aurait eu encore beaucoup de questions à vous poser. C'est la fin, malheureusement, de cet entretien. Merci beaucoup, Fawzia Charfi, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à nos questions, à celles de Sophie et de Christophe. Et merci à vous tous, auditeurs et téléspectateurs, pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine autour d'un nouvel invité. Merci à vous.